11 décembre 1940. L'influence croissante de notre mouvement sur la France nous impose de développer dans toute la mesure et dans le moindre délai possible notre action militaire contre l'ennemi. J'ai décidé de donner une notable ampleur à notre effort dans le Middle East en y envoyant immédiatement la Légion étrangère, le détachement de fusiliers marins, un bataillon sénégalais, la compagnie de chars, une section d'artillerie de 75, un détachement radio, une compagnie de transport. Un coup de fil un jour de novembre 2010 et donc une personne me dit j'ai plus de 300 messages originaux du général de Gaulle quand il était à Londres. Et la personne est arrivée avec 2 classeurs et donc j'ai vu tout de suite que c'était des originaux et je lui ai demandé où c'est qu'il les avait volés parce que je ne pensais pas qu'on pouvait encore avoir en main des choses comme ça. C'est là où j'ai découvert l'histoire de Marie-Thérèse de Seigné, de sa famille, et comment ces messages avaient survécu à l'enfouissement dans les archives nationales, etc., quoi. Et donc c'était ce que je qualifie dans le livre un miracle historique. Ma mère était en Angleterre depuis 1926. Son père avait la chaire de français à l'université de Reading. Au début de l'année 40, ma mère s'est quand même sentie concernée par tout ce qui se passait en Europe et elle a voulu apporter sa contribution. Dans tous les cas, il lui a été répondu qu'en tant que Française, elle était suspecte, entre guillemets, et que, de ce fait, les Anglais ne pouvaient pas l'embaucher dans leur service. Et c'est après que toutes ces portes se soient fermées qu'elle a finalement été s'adresser à De Gaulle courant juillet 40, et que, par un ami commun, apparemment, elle a pu se faire recevoir. À ce moment-là, De Gaulle l'a reçue, l'a embauchée sur le champ, en lui demandant de prendre la tête de son département, de son pool de dactylo, qui était composé à l'époque de 2 personnes. Vous voyez, c'était un grand pool. À la fin de la guerre, après le débarquement en France, toute l'équipe De Gaulle et puis toute son équipe sont rentrés en France. Ma mère, à ce moment-là, a souhaité rentrer en Angleterre. Et repassant par les bureaux, elle trouve dans un placard une petite chemise avec quelques manuscrits dedans. Elle les prend avec elle, les emporte à Londres, en se disant qu'elle les repasserait à De Gaulle plus tard, quand les choses seraient un petit peu calmées. La guerre se termine cette fois-ci complètement. Elle fait passer un message à De Gaulle en disant « Écoutez, j'ai un certain nombre de manuscrits qui sont des manuscrits de votre main, qui concernent des ordres, des missions que vous avez donnés à un certain nombre de gens. Qu'est-ce que j'en fais ?» Et De Gaulle lui fait dire « Gardez-les, ils sont en bonne main. » Moi, je savais depuis le départ que ces documents existaient dans la famille. Mais j'avoue que je ne m'y étais pas particulièrement intéressé. Et puis, il y a une dizaine d'années de cela, par curiosité, j'ai voulu, mes parents étaient morts à ce moment-là, j'ai voulu reprendre ces dossiers et voir ce qu'il y avait dedans. Et j'étais confronté à un problème qui était celui de l'écriture de Gaulle, qui est une écriture qui est très fine, très allongée, qui est très emportée dans le mouvement et qui est très difficile à lire. La seule solution que j'ai eue à ce moment-là, ça a été 60 ans ou 70 ans après ma mère, le fils redactylographiait les mêmes documents à partir des mêmes originaux. Et une fois que j'ai eu dactylographié ces 300 et quelques manuscrits, 330, j'ai appuyé sur le bouton print de mon ordinateur, j'ai sorti mes 300 et quelques pages et me suis plongé dans la lecture de ce truc. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose d'absolument passionnant, qui était en fait toute cette guerre vue de l'intérieur. J'avais l'impression de lire par-dessus l'épaule de Gaulle quand il recevait les télégrammes des gens qui étaient sur le champ de bataille, qui leur répondaient, qui leur envoyaient des ordres, qui les encourageaient, qui les engueulaient par moments, car il était extrêmement ombrageux, et ça se sent dans ces textes. Ce que j'ai découvert, c'était un homme, c'était une pensée, c'était un stratège. Et ça m'a beaucoup frappé. Ce qui dégage de ces contenus, de ces messages, c'est surtout une vision de l'homme Charles de Gaulle qui, d'un seul coup, est seul contre tous. Donc, à partir de juin 1940, où il quitte la France, rejoint l'Angleterre pour lancer son appel, il va se battre contre la terre entière. C'est-à-dire qu'il va se battre contre la France de Vichy, il va se battre contre les Allemands.
Et il va se battre aussi contre les Anglais, contre les Américains. Donc il va lui rester une poignée de compagnons qui vont le suivre. Et puis il va tout de suite, on voit à travers ces messages que tout de suite il pense à l'empire colonial. Il passe à l'empire qui n'est pas sous le joug de Vichy. Et il va mobiliser ses troupes du Moyen-Orient, d'Afrique, etc. en disant c'est pas Vichy qu'il faut suivre, c'est pas Pétain, c'est moi qu'il faut suivre. Et ça va marcher. Ordre militaire ou politique, réflexion stratégique, argumentaire, félicitations, réprimandes. Les messages du général de Gaulle adressés au chef de la France libre à travers le monde étaient ultra secrets. Ils étaient d'abord manuscrits, puis dactylographiés, avant d'être corrigés, chiffrés, puis télégraphiés en morse. Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? Notre première brigade d'Orient, sous le commandement du colonel Magrin-Verneret, dit Monclar, va faire mouvement vers le Middle East, par voie de mer. Le bataillon de Sénégalais venant du Tchad, par voie de terre. Soto organise un régiment du Pacifique, mixte européen et indigène. Je destine ce régiment à l'Égypte. Je suis en train de rassembler tout ce qui me reste d'armes françaises en Angleterre. Je désire beaucoup que nos aviateurs du Middle East reprennent leur caractère français, même s'ils doivent être employés pour le moment dans des escadrilles anglaises. 13 février 1941. Le plan exige que nous mettions d'abord la main sur Djibouti, par une opération préliminaire dite « Opération Marie ». Si cela est possible sans bataille contre la garnison actuelle de notre colonie, sans bataille contre Français. Comme vous le savez, nous disposons dans le Pacifique d'un premier échelon de 600 volontaires instruits et encadrés. Soto a besoin de son armement pour la défense de ces territoires qui peuvent être menacés par le Japon. Le général de Lavalade, chef de la mission militaire française au Brésil, vient de se rallier à nous. Comment remettre en place, sans le vexer ou le décourager, un compagnon susceptible, d'un grade plus élevé et qui aurait pu être son chef, alors qu'il est comme lui si seul, condamné à mort, déchu de ses droits, de sa nationalité, de son grade et de ses biens. 17 février 1941. J'ai reçu vos télégrammes numéros 122, 123 et 124. Le projet de l'opération Marie a été porté à votre connaissance par moi-même le 22 janvier. Vous savez très bien que cette opération ne peut avoir lieu avant la fin d'avril, si elle a lieu. Je refuse naturellement votre démission. Il n'y a pas de démission acceptable en temps de guerre. Si donc vous persistiez à retirer vos services à la France libre, ce serait un abandon. Personne ne méconnaît l'importance du concours de votre personnalité au service de notre cause, qui est non pas la mienne, mais celle de la patrie. Le devoir des chefs, y compris et surtout des plus grands, est de marcher tout droit dans l'union et dans la discipline. J'attends votre réponse avec confiance. Pendant les 3 années où il est basé à Londres, le général de Gaulle est un voyageur infatigable qui quadrille une partie de l'ancien empire français pour y soulever le grand souffle de la liberté. Il n'effectue pas moins de 3 voyages volontaires entre le 31 août 1940 et le 25 septembre 1942. « 9 avril 1941. Votre mission est de vous rencontrer avec un officier supérieur français qui doit venir de Tunisie vers le 15 avril. Vous pouvez lui dévoiler votre personnalité. L'attitude générale à prendre à son égard doit être encourageante. Toutefois, je me réserve naturellement la décision pour ce qui concerne la participation de toute force française libre. Je vous autorise à lui donner une indication sur les forces que je pourrais être susceptible de faire agir éventuellement en Afrique du Nord.
Vous procéderez en liaison étroite avec l'autorité britannique locale. Vous garderez vis-à-vis de tous autres, sans exception, même s'ils sont sympathisants, le plus absolu secret. Cette affaire est exclusivement entre vous et moi. Notre poste de radio Le Vent France Libre est excellent et très écouté. Un certain nombre de Français se tiennent à l'écart, mais comme honteusement et pour des raisons matérielles. En ce qui concerne Vichy, ma conviction est que l'équivoque national et international est en train de prendre fin. Les Allemands vont bientôt jeter le masque à la faveur de leur succès. Il faut s'attendre à voir Vichy passer ouvertement à la collaboration active et perdre du même coup ce qui lui reste de l'opinion nationale. Pour obtenir le ralliement des colonies de l'ancien empire français à la France libre, les compagnons du général ont fait miroiter les perspectives de l'émancipation. Promesse plus facile à tenir avec les pays placés sous mandat Société des Nations qu'avec des colonies traditionnelles. 23 avril 1941. Je suis disposé à faire une déclaration au sujet des États du Levant sous mandat français. Général de Gaulle et Conseil de défense empire français, en conformité des engagements pris par la France lors de l'institution du mandat et de la politique constamment affirmée par tous les gouvernements français jusqu'en 18 puis 1940, sont prêts à reconnaître l'indépendance et la souveraineté complète de la Syrie et du Liban et à s'unir avec ces États dans une alliance morale et militaire. Ouais. 23 avril 1941. Au sujet du 1er mai, lire à la radio comme télégraphié par moi d'un poste du Tchad. L'ordre nouveau de l'ennemi et de ses collaborateurs, c'est la servitude. Les ouvriers français veulent le travail dans la liberté. Ils ne participeront pas le 1er mai aux mascarades organisées par Hitler et Vichy. En s'enfermant le 1er mai dans la dignité et le silence, les ouvriers français manifesteront leur mépris pour les traîtres et leur espoir dans la libération. La reconquête de la Syrie par les troupes britanniques et par celle de la France libre est d'une importance capitale. L'avenir du monde se joue dans les sables du désert, où les Alliés affrontent à la fois les chars de Rommel, de Mussolini et les troupes de la France de Vichy. 16 mai 1941. Les événements nous commandent un grand effort sur la Syrie. La propagande est la base de cet effort. Il faut donc concentrer sur cela notre action par la radio. D'autre part, la BBC doit entrer en ligne le plus largement possible et d'après nos indications. Voici thème général qui doit être violent. Les Allemands arrivent au Levant. La France est trahie au Levant comme elle l'a été lors de l'armistice de juin et trahie par les mêmes hommes. Un soldat n'obéit pas aux traîtres. Les officiers et les soldats du Levant vont-ils livrer à l'ennemi le terrain que la France leur a confié? Ils auront perdu l'honneur sans avoir tiré de toute la guerre un seul coup de fusil. Tirez sur les Boches. Tirez sur leurs collaborateurs, quel que soit leur grade. La France libre, c'est le combat, l'honneur et la victoire. Le gouvernement de Vichy s'est placé lui-même par l'armistice dans une situation qui lui ôte toute indépendance à l'égard de l'envahisseur. Depuis cette usurpation, le gouvernement de Vichy exerce le pouvoir sans aucun contrôle de la nation française. D'après les textes dits constitutionnels, arbitrairement substitués à la Constitution de la France, la source de l'autorité du gouvernement de Vichy réside exclusivement dans la personne d'un individu de 85 ans dont il est notoire depuis plusieurs années qu'il est affaibli par l'âge. 3 juillet 1941. Je crois que les Britanniques et même les Belges sont sincères dans leur désir de nous aider à défendre l'Afrique libre. Car si nous perdions notre position, toute la position des Anglais et des Belges dans le continent africain serait gravement compromise. Mais je ne puis accorder ma confiance au commandement britannique actuel. Ce que je vois en Syrie me donne la conviction que ce commandement est inapte à la guerre moderne. J'ai décidé en conséquence de ne plus risquer nos grands intérêts et nos modestes moyens sous les ordres des Anglais. En ce qui concerne conflit germano-russe, nous devons prendre attitude catégorique. Sans accepter de discuter actuellement les vices et même les crimes du régime soviétique, nous devons proclamer, comme Churchill, que nous sommes très franchement avec les Russes, puisqu'ils combattent les Allemands.
Comment transformer l'ancien empire colonial français rallié à la France libre en un ensemble républicain plus démocratique? C'est la tâche que prévoyait, dès l'été 1941, le général de Gaulle. « 3 juillet 1941. J'ai l'intention de convoquer avant la fin de cette année en territoire français un congrès de la France libre, réunissant des représentants de toutes conditions et de tous âges des populations françaises de la partie de l'Empire déjà ralliée et des colonies françaises adhérentes à l'étranger. J'ai également l'intention d'y associer pour certaines matières des représentants des populations indigènes. Sur le plan international comme sur le plan national, Charles de Gaulle n'a jamais adopté la posture de l'apprenti dictateur que beaucoup soupçonnaient en lui. La masse française confond pour le moment le terme démocratie avec le régime parlementaire tel qu'il fonctionnait chez nous avant cette guerre. Or, ce régime est indubitablement condamné par les faits et par l'opinion publique. Nos propres partisans, quelle que soit leur origine politique, et surtout nos combattants, en sont convaincus dans leur immense majorité. Nous sommes les ennemis acharnés du système hitléro-fasciste. La preuve est que nous le combattons partout et d'abord en France, et que pour le besoin de le chasser, nous ne reculons même pas devant la guerre civile. Rendre au peuple français cette liberté et cette sécurité, tel est notre but. Nous n'en avons aucun autre. J'ai moi-même pris l'engagement solennel de soumettre tous mes actes à la représentation du peuple, dès qu'il en existera une qui soit digne de ce nom. En juillet 1941, l'armistice de Saint-Jean d'Acre, verrouillé par les Anglais dans le dos de la France libre, et qui rend leur liberté aux forces de Vichy, pourtant vaincues par celles du général de Gaulle, prouve que ce dernier doit se méfier autant de ses alliés que de ses ennemis. 21 juillet 1941. J'ai notifié ce matin oralement et par écrit à Littleton qu'en date du 24 juillet midi, la France libre ne consentait plus à subordonner ses troupes du Levant au commandement britannique en Orient. Je réglerai moi-même avec Littleton les conditions ultérieures et naturellement militaires. 22 juillet 1941. J'ai reçu hier sur sa demande le capitaine Littleton. Bien que le ton de cette deuxième entrevue ait été moins tendu que celui de la première, je lui ai répété que la situation reste grave quant à nos relations avec la Grande-Bretagne. 12 août 1941. Pendant les 3 semaines qui ont suivi l'armistice anglo-Vichy, l'attitude locale des autorités britanniques a été intolérable. Wilson nous menaçait ouvertement de proclamer ici la loi martiale britannique et de prendre tous les pouvoirs. J'ai fait connaître officiellement que s'il le faisait, nous verrions l'usurpation et nous rompririons avec l'Angleterre. J'ai convoqué le consul général des États-Unis et lui dit la même chose. Littleton est venu me voir à Beyrouth. Il m'a exprimé beaucoup de regrets. 3 août 1941. De nombreux rapports m'avaient montré que les choses ne marchaient pas bien à Tahiti. Il s'y trouve évidemment des foyers d'intrigue dont Vichy et les Japonais, sans compter peut-être d'autres puissances étrangères, doivent se servir. Dans peu de semaines, Vichy aura livré nos bases africaines à Hitler, et alors ce seront les États-Unis qui désireront les contacts avec nous. Mais que de temps est perdu dans cette guerre de vitesse. Soustrait au contrôle de Vichy par la France libre le 24 décembre 1941, contre la volonté des Américains et avec la bénédiction de Churchill, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon va être l'une des premières terres françaises ralliées à la France libre. La tempête soulevée au State Department de Washington par le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut nous troubler. Nous avons jeté un pavé dans une mare à grenouilles. 27 décembre 1941. Nous avions la preuve que le Canada se préparait à occuper Saint-Pierre-et-Miquelon. Votre action est survenue juste à temps. Le gouvernement britannique vient de nous demander de la part des États-Unis, et non sans embarras, si nous consentions à retirer nos forces de Saint-Pierre et à neutraliser les îles pour la durée de la guerre. Naturellement, nous répondons par un refus.
Mais les États-Unis parlent en outre vaguement d'agir si nous refusons. Je suis convaincu que c'est là un petit chantage sans portée. Toutefois, par excès de prudence, je vous prie de conserver avec vous le Surcouf et la corvette jusqu'à nouvel avis de moi. Amitié. 19 mars 1942. Je vous prie d'exprimer au général commandant supérieur en AFL mes très vives félicitations au sujet des opérations en cours en Libye du Sud et transmettre au général commandant les troupes du Tchad le message suivant. Les opérations intérieures exécutées sous votre commandement en Libye du Sud sont une réussite complète. Général Leclerc, vous et vos glorieuses troupes êtes la fierté de la France. 25 mars 1942. Pour Madagascar, rien n'est possible sans l'agrément de Washington, et le State Department s'acharne dans sa confiance en Vichy. Néanmoins, nous ne renonçons à rien, et nous sommes sûrs que le jour approche où nous devrons pratiquer une césarienne à Madagascar. Les Américains pressentent chez De Gaulle un homme d'État, qui ne sera pas facile à manipuler après la guerre. Ils sont influencés dans leur jugement par son intransigeance à leur égard et par l'attitude négative de certains intellectuels français réfugiés aux États-Unis. Pendant 4 ans, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le Pacifique, Roosevelt et son gouvernement préféreront tour à tour Weygand, Giraud, Darlan, puis à nouveau Giraud à Charles de Gaulle. 25 mai 1942. Vous n'ignorez pas les difficultés actuelles de nos rapports avec le gouvernement des États-Unis. Ces difficultés tiennent pour une large part aux arrière-pensées américaines pour ce qui concerne certains territoires de notre empire. Cela est apparu très clairement en Nouvelle-Calédonie, où les Américains, sous l'habituel prétexte de sécurité militaire, ont soutenu, sinon organisé des troubles dans la population contre l'autorité de Dargent-Lieu, afin d'avoir un prétexte pour intervenir. J'ai l'honneur de vous annoncer que le bataillon du Pacifique s'est couvert de gloire à Bir Hakeim, au point essentiel de la bataille de Libye. La conduite magnifique du bataillon du Pacifique est un des plus brillants épisodes de cette guerre, et une preuve éclatante de la fidélité des terres françaises du Pacifique à la France meurtrie et trahie, mais demain victorieuse. 10 juin 1942. Je vous ai fait connaître les appréhensions que me causent les projets impérialistes des États-Unis et aussi, quoique dans une moindre mesure, ceux de l'Angleterre, pour ce qui concerne l'unité et l'intégrité de notre empire. Les Américains ont entamé la partie en Afrique du Nord française avec le concours unique de Giraud. Celui-ci n'a jusqu'à présent pris aucun contact avec moi. L'intention presque avancée des Américains est de faire en sorte que Giraud devienne le chef de la France combattante après avoir rallié l'armée d'Afrique. Dès lors, De Gaulle et ses gens n'auraient qu'à se subordonner à Giraud. On pourrait aller ainsi jusqu'à Paris. La réalité guerrière française serait dans les seules mains américaines. J'ajoute que certains grands chefs militaires, coupables de l'armistice et de ses suites, tels que Weygand, Darlan, etc., et même Noguès, appuient en dessous l'avènement de Giraud. Celui-ci, croyant sauver dans leur personne l'honneur de l'armée, couvre déjà ses vieux camarades. Le maréchal lui-même, que Giraud a vu plusieurs fois, serait protégé dans l'avenir. Cette combinaison qui ruinerait l'unité de la France combattante et compromettrait l'exécution des désirs politiques et sociaux de la nation ne sera pas acceptée par moi. Je crois pouvoir compter sur l'appui du gouvernement britannique, qui m'a affirmé hier par la bouche de Churchill être résolu à tenir ses engagements envers le Comité national français. D'autre part, les Russes n'accepteraient jamais Giraud. Mais c'est surtout sur l'opinion française, notamment celle de nos mouvements de résistance, que je compte m'appuyer. En janvier 1943, les Alliés se réunissent au Maroc pour préparer leur stratégie d'après-guerre à l'égard de l'Europe. Alors que ce sommet vise à le réconcilier en façade avec le très ambigu général Giraud, l'obligeant à lui serrer la main devant les caméras des journalistes, De Gaulle craint le pire. « 23 janvier 1943. Mon cher ami, comme vous vous en doutez, je me trouve ici depuis hier, attiré par l'aréopage anglo-américain qui s'est enfermé dans cette enceinte. En ce qui nous concerne, il s'agit d'obliger la France combattante
à se subordonner au général Giraud et à accepter le système en vigueur et les gens en place en Afrique du Nord et en Afrique occidentale française. J'ai vu ici le général Giraud, à qui j'avais télégraphié 4 fois depuis Noël pour lui demander de me rencontrer en territoire français et entre Français. Je sais maintenant pourquoi ces réponses étaient évasives. On lui faisait attendre la conférence actuelle afin que nos négociations aient lieu non point dignement et librement, mais au milieu et sous le contrôle des Anglo-Saxons, dans l'ambiance qu'ils ont créée ici pour la circonstance et qui rappelle celle de Berchtesgaden. Je ne sais pas encore comment les choses vont finalement tourner. Il est parfaitement possible que l'aveuglement et la colère des Américains et des Anglais ne me placent dans une situation telle que notre action devienne impossible. Je préférerais cela à une capitulation. Dans l'hypothèse extrême d'une rupture, il n'y a pas à douter que Washington et Londres présenteront les choses à leur manière, c'est-à-dire en m'accablant. J'aurai alors peu de moyens d'informer la France et l'Empire. C'est pourquoi je vous écris cette lettre en vous demandant d'en faire état le plus publiquement possible si les choses se gâtaient tout à fait. En particulier, veuillez la communiquer dès à présent au professeur Capitan à Alger. Les bons Français d'Afrique du Nord pourront voir ainsi que je ne les aurai pas trahis. J'espère que vous allez bien, ainsi que les vôtres. À Caen. Croyez à ma fidèle amitié. L'une des premières conséquences des abominables armistices sera la désaffection et probablement la révolte des indigènes de l'Empire. Enfin, quelle va être la situation économique de nos malheureuses colonies sous le régime des armistices? Coupées de la mer par le blocus, où vont-elles se ravitailler? Où vont-elles exporter ce qu'elles produisent? C'est un épouvantable désordre qui s'annonce, une affreuse misère qui menace